Bonjour à tous, on est dans l'après-séance des Pipelettes du Concorde. Je suis Mathis et je suis avec Adèle, Léonard, Malix, Louis, Maureen. On sort du film Howard Zinn, une histoire populaire américaine. C'est un documentaire engagé qui renvoie l'histoire des populations invisibilisées aux États-Unis. Et on va vous dire quelques mots dessus. Tant que les lapins n'ont pas d'historien, l'histoire est racontée par les chasseurs. When I read A People's History, I felt like somebody was finally speaking my story, giving me a space in the curriculum, giving me a space in the history. Our children are instructed from propaganda tracks like those of Howard Zinn that try to make students ashamed of their own history. The fascists were evil. Therefore, we were good. After the war, thinking about the war, I concluded, yes, the fascists were evil, but we were not good. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un gros morceau qui est compliqué à digérer dès le matin, mais qui instruit, qui éduque beaucoup et qui est hyper bien monté, qui est peut-être parfois un petit peu difficile à tout encaisser. Ça me donnait envie de remettre en arrière par moment parce que je me dis est-ce que j'ai bien tout vu, bien tout compris, et ça donne trop envie au fait de lui lire le livre, quoi. De lire le livre et de connaître toute cette histoire-là. Et j'aime beaucoup le narrateur avec ce sarcasme qui fait qu'on digère un petit peu mieux les informations qu'un gros bloc lourd d'une histoire tragique. D'essayer de ramener du second degré là-dedans sur une histoire qui est pas marrante, mais ça permet de nuancer le propos et de le donner accessible au spectateur, ce qui est trop chouette. Voilà. Cool. moi aussi j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai trouvé ça très dense, comme Mathis en vrai. Il y a plein d'infos, mais le montage est quand même très dynamique et même la voix off du coup, le narrateur aussi. Très bien, quoi. Et voilà, en vrai, j'ai appris plein de trucs et même les parallèles avec l'actualité actuelle, c'est hyper intéressant. Et voilà. Ok. C'est vrai que c'était très intéressant. Je pourrais pas dire si j'ai bien aimé ou que j'ai pas aimé. Enfin, je pourrais pas dire que j'ai pas aimé parce que ça restait quand même. Ça parlait de sujets vraiment où il faut en parler, où il faut montrer. Mais c'est vrai que c'est le côté justement gros bloc et un peu difficile à recevoir où ça. Je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas vu la première partie, mais genre j'ai l'impression que ça s'étendait beaucoup, genre c'était pas assez concentré sur des sujets et ça voulait parler de beaucoup de sujets, et peut-être parce que du coup c'est une adaptation de livre aussi qui prend beaucoup plus le temps de développer. Là sur 1 heure et quelques, parler d'autant de sujets bien, ça commence à devenir compliqué, je trouve. Je trouvais que c'était trop dense, quoi. Un peu trop dense. Bah ouais, il aurait fallu faire soit en plus petite partie pour faire des trucs à la fois plus denses mais qu'on peut recevoir plus facilement, ou alors voilà. Ouais. Ok. Moi du coup j'ai beaucoup aimé aussi. Enfin, je pense que bon, aussi c'est factuel, donc c'est pas. Il n'y a pas vraiment de place pour aimer ou pas aimer, c'est très factuel, quoi. Mais en tout cas, on peut aimer la manière dont c'est fait, je pense. Et moi, je l'ai trouvé très clair sur ses intentions et sur aussi... les parallèles qui ont été faits étaient assez évidents, mais en fait, ça les mettait vraiment en lumière et ça permettait vraiment... Moi, en l'ayant vu, je me suis vraiment dit, mais oui, c'est évident que ça rappelle ça, que ça, en fait, ça s'est passé en même temps que ça, et donc ça a eu des répercussions différentes ou similaires, voilà. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, de mettre... parce que au tout début, je me suis posé la question de me dire, mais comment ces gens parce que du coup, ils n'ont pas l'air américains, pourquoi ils sont partis du coup sur cette histoire de l'Amérique? Et en fait, ensuite, quand il a commencé à y avoir des parallèles avec l'Europe et avec en fait l'histoire un peu mondiale, parce que de toute façon, l'Amérique, c'est étendu, on va dire, en termes culturels et d'influence. Et donc, du coup, là, j'ai compris pourquoi en fait on parlait de ça et à quel point c'était intéressant, du coup, de relier un peu tout. Et en effet, comme l'a dit Adèle sur
l'actualité, les parallèles avec l'actualité, c'était très pertinent. Et voilà, je pense qu'il est plus temps que jamais de sortir un film comme ça, donc c'est très apprécié. Voilà, et voilà, j'ai trouvé très complet, très intéressant, et j'ai appris beaucoup de choses. Ok. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que c'est un film qui aborde de manière très juste, comme ce qui a été dit avant par Mathis, Adèle et Léonard. Oui. C'est des thèmes assez lourds à aborder et effectivement, ça peut être interprété comme un gros bloc d'informations à assimiler. Mais je trouve qu'à contrario, et là c'est où je te rejoins pas trop, Léonard, je trouve que les thèmes sont abordés avec un ton très léger en fait. La narration est très légère et très sarcastique. Je trouve que ça apporte presque un côté humoristique au film en fait à certains moments. Et ça permet de désamorcer ce côté très factuel, très dur à assumer parce qu'en fait c'est une réalité qui était horrible quoi. Et donc voilà. Et je pense qu'il faut aussi parler rapidement du travail monstrueux sur les archives qui ont été retrouvées, les images d'archives notamment pour illustrer tous les propos de la vidéo. Et je pense que c'est vraiment les deux points forts, en fait, une narration accompagnée d'images d'archives qui sont vraiment très très justes. Et voilà, pour moi ça fait un bon documentaire et tu vois pas passer du tout les 2 heures et quelques, je crois. Je sais pas combien de temps il fait. Moins de 2 heures, il fait 1h57. Ouais. Tu les vois pas passer quoi. Ouais. Tu as envie de rester à la fin, regarder les noms qui défilent pour. Voilà, donc. Non, belle expérience. Ok, cool. Et vous avez pas trouvé ça justement parce que c'est à la frontière, je trouve. C'est vraiment pas péjoratif ce que je vais dire, mais il y a un truc un peu qui peut faire penser à du docu un peu télé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Ouais. Dans le sens d'être assez didactique, d'aller récupérer de l'archive à fond. Puis la voix off. La voix off et tout, en fait, c'est assez classique dans la narration. Enfin, je trouve dans la manière de présenter les choses. Ça vous a pas la forme, vous êtes dit c'est ok, c'est cool pour le ciné. Enfin, vous n'avez pas forcément de truc à dire sur cette forme-là, tu vois, qui est finalement assez classique, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une question intéressante de se dire est-ce que c'est adapté au cinéma, enfin, au format cinéma. Mais en soi, ce que je trouvais pas mal, c'était la musique aussi. Parce que dans les documentaires, souvent, il n'y a pas forcément beaucoup de musique où elle va être liée en fait aux vidéos récupérées ou des choses comme ça. Ce qui là était le cas aussi, mais il y avait aussi de la musique faite pour le film. Et donc ça permettait, je pense, aussi d'accompagner et de le rendre plus cinématographique à proprement parler, je pense. Et puis la narration, pour moi, ça rejoint pas forcément un documentaire qu'on trouverait sur la télé. Prendre un ton aussi désinvolte, enfin, désinvolte c'est pas le bon terme, mais au sens sarcastique, pour un documentaire télé, enfin, je trouve c'est, en tout cas, j'ai pas forcément vu des documentaires comme ça passer sur Arte ou autre à la télé. Et il y a des très bons documentaires à télé. Je disais pas ça dans le sens péjoratif, je disais dans la forme. Est-ce que, moi, c'est ce que j'ai un peu ressenti au début. Parce qu'il y a on passe beaucoup de documentaires, nous, ici, qui sont vraiment dans une recherche aussi de forme pour s'affranchir un peu de la forme qu'on connaît, c'est-à-dire voix off, images d'archives en noir et blanc, etc., tu vois, genre documentaire un peu historique et tout. Et c'est très bien aussi, enfin, je fais pas de hiérarchie là-dedans, mais c'est vrai que sur le papier, au début du film, moi, j'ai ressenti ok, en fait, on est dans quelque chose qui est assez classique dans la forme, mais qu'il est peut-être moins en fait dans ce que ça raconte dans le fond, où ce discours-là sur les États-Unis, on l'entend de plus en plus, mais pas depuis les États-Unis, je sais pas comment dire autrement. Mais, Puis pas vraiment depuis la télé non plus. Non, clairement. J'avoue que du coup je me pose des questions sur le format, vu que c'est quelque chose de très classique, mais qu'en même temps ils sont beaucoup dans le fait de vouloir montrer un visage qu'on voit pas. Il y a un ton engagé, quoi. Non, c'est vraiment très très engagé, ce qui est clairement pas négatif et qui peut apporter beaucoup. Mais du coup, ça enlève un peu au côté vraiment, de ce que je vois des documentaires, du côté vraiment informatif. Ouais, genre pour moi, ça c'est pas trop de l'informatif, c'est plutôt une porte ouverte sur la chose. Ouais. C'est très subjectif, je trouve. Oui, c'est ça qui varie, je pense. Ouais. Parce que il y a beaucoup moins un côté neutre et de recul. Il y a vraiment justement au contraire beaucoup d'engagement et de volonté de montrer autre chose que ce qu'on sait ou ce qu'on pense savoir en tout cas. Et du coup, je trouve que ça rend le truc encore plus intéressant à regarder et d'avoir vraiment un avis sur le sujet, quoi.
Ouais, Complètement. C'est moins neutre et. et le fait que ce soit adapté d'un livre, en fait, d'un bouquin, et que toute la construction, ça vient d'un livre aussi, t'as peut-être juste un truc du coup qui est très cinématographique. On passe notre temps à regarder des adaptations de livres au cinéma, donc là où certes c'est un livre d'histoire, mais ça marche hyper bien aussi au niveau de la construction du docu, quoi. Donc même si au niveau format c'est très classique, images d'archives, tout ça, de comment c'est écrit dans... Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça un scénario au fait du coup, mais Si, ouais. comment la trame est faite, il y a quelque chose de ultra rythmé que moi je vois pas souvent en documentaire quand même, hein. C'est le scénario d'histoire, un peu, je pense. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais entendu un truc aussi sarcastique en docu, hein. Ouais, sans l'intention, quoi. Bah, ça met du tacle, ça... Carrément. Mais surtout que dans l'écriture, c'est pas uniquement... Enfin, en fait, c'est un documentaire sur l'histoire de l'Amérique qui raconte l'histoire du livre, mais en même temps, c'est la biographie de son auteur qui est entremêlée, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je pense que c'est plus une adaptation de livre qu'un documentaire. Enfin, genre, c'est évidemment un documentaire, mais ça a plus le côté adaptation de livre, je trouve. Alors, j'ai pas lu le livre, mais est-ce qu'il parle de sa vie dans le bouquin ? Eh ben, je ne sais pas. La personne n'a lu le livre. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense plutôt que c'est un choix de réalisation qui a été fait de raconter qui cette personne en parallèle de l'histoire qu'il raconte, tu vois. Ouais. Moi, je pense que ce qu'il raconte, c'est à partir de son image, enfin, de ce que lui, il a vécu. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Finalement, ça parle quand même de lui, de ses expériences et comment lui, il a ressenti... Mais je suis pas sûre que dans le livre il parle de lui, il parle de son vécu. Forcément par son prisme. En fait, il dit que lui, il a écrit cette histoire à partir de son prisme et de son expérience, mais je suis pas sûre que dans le livre textuellement, il se mette à partie dans l'histoire qu'il essaye de raconter et tout ça. Et c'est peut-être l'intérêt justement du film, des réalisateurs, de mettre en parallèle sa vie et les interviews qu'il donnait de comment il en est arrivé là, parce que c'est pas mal aller là-dedans, de dire en fait moi j'ai vécu ça et donc du coup ça m'a intéressé sur telle et telle chose et donc du coup et donc de faire ce parallèle-là, peut-être que du coup c'était l'occasion dans le film, quoi. Par contre, ce qui est sûr, là où vraiment il utilise le jeu, etc., c'est... Enfin, cette semaine, je regardais un petit peu, et il a écrit un livre sur antimilitariste, en gros, où il raconte, pour le coup, là, son expérience personnelle de quand il est allé à la guerre, etc., ce qu'on voit dans le film, où il en revient et il en fait l'expérience en se disant « je ferai plus jamais ça », quoi. Et du coup, il a écrit tout un livre sur ça, sur ok, j'ai fait la guerre, voici le bilan que j'en fais, c'est de la merde. C'est limite un peu un mix des deux, finalement. Enfin, en tout cas, dans le documentaire, on voit les deux... On a le côté du militantisme de l'auteur qui a été implémenté au propos du documentaire. Et vous pensez justement, même si personne autour de cette table n'a lu le livre, enfin, en même temps, le livre n'est pas connu ici. Enfin, j'ai l'impression, c'est ce qu'on se disait aussi juste avant. Et peut-être qu'on le lira après. On se fera un petit débrief de livre. Est-ce que vous pensez que qu'est-ce que peut apporter le documentaire justement par rapport au livre, par rapport à ce qu'on peut s'imaginer du livre, à votre avis ? Les images d'archives quand même. Juste le fait de mettre un format visuel dessus, ça rapporte tellement de culture en fait à plein de choses. Il y a des images ultra fortes en fait. Par exemple, rien que voilà, c'est bateau comme truc, mais quand il parle de la guerre et que tu vois les avions en fait te tirer le napalm se royant, des choses comme ça, forcément quand tu lis ça sur un livre, l'image elle est choquante, t'imagines, mais quand tu vois des images d'archives, c'est tout de suite très dur à digérer, donc en fait ça sert au service de l'émotion, de ce que t'es censé ressentir face à ça, quoi. Et ça prend un aspect réel du coup. Carrément, ouais. Et je pense que on l'a dit avant, mais c'est un film engagé clairement, qui veut montrer une perspective du monde. Pour moi, il y a plein de gens qui réagissent beaucoup plus à quelque chose de graphique avec des images que juste à du texte écrit. Et il y a des gens qui font pas forcément, je pense, l'effort, qui n'ont pas juste pas envie de lire un bouquin. Et rien qu'avoir des images qui nous montrent la réalité de ce qui a été, je pense que c'est bien plus impactant que juste des lignes de texte dans un livre, quoi. Oui, c'est sûr que là on a 1h20 ou je sais plus combien, 1h50 pardon, qui résume un peu ce qu'on aurait pu lire. Bon, qui doit résumer quand même beaucoup, mais là au moins c'est le côté accessibilité, il est clair et précis, et même si tu veux montrer un extrait du film ou un teaser pour dire ça peut t'intéresser, je pense que le bouche à oreille peut plus facilement marcher. Puis je pense aussi qu'il y a une meilleure inscription temporelle des choses,
parce que on a des images en fait qui vont être beaucoup plus des images d'archives en fait qui vont être beaucoup plus en noir et blanc, plus vieilles avec un son différent, et des images ou des vidéos où on voit Trump qui parle, des choses comme ça. Et donc en fait c'est assez intéressant parce qu'il y a une genre de fracture temporelle dans le documentaire, avec plein de fragments de temps en fait, mais où l'auteur, en fait, les personnes qui ont fait ce film ont réussi en fait à les rassembler et à dire c'est pas parce qu'il y a du temps qui s'est passé que les choses ont changé en fait. Et du coup, il y a un côté vachement plus frappant là-dedans que peut-être sur un livre du coup. Et surtout sur la neutralité. Moi, je pense que si tu lis quelque chose qui est plus neutre, alors que là, il y a vraiment un manque d'attaque qui est comme engagé, comme on a dit depuis le début, ça te permet plus de te poser des questions et de questionner sur le sujet et de... Ouais. Je sais pas. J'ai pas lu le livre non plus, donc je sais pas trop quel effet ça aurait fait, mais... il peut y avoir un ton engagé dans le sens où, c'est déjà un angle d'attaque engagé de juste vouloir raconter des histoires qu'on veut jamais raconter, déjà. Mais oui, en effet, peut-être qu'il y avait il y a eu un ton plus sarcastique, et c'est vrai que ce truc dont on parlait, le fait qu'avant... moi j'ai vraiment beaucoup senti ça, ce truc de on montre les bons côtés. Par exemple, je sais pas, Roosevelt, alors voilà, il a aidé avec le Big Deal, nanana. Et puis ensuite on voit l'arrière et les choses un peu plus graves et les choses un peu plus en dessous. Et là où en fait cinématographiquement, du coup, ça marche bien en termes de rythme, en termes de narration et pour accrocher en fait aussi l'attention. Mais en termes de livre, peut-être que du coup c'est un peu différent et peut-être que c'est moins, on le ressent moins, je sais pas. Moi, que je trouve cool aussi, c'est le côté, en fait, les images, elles ont valeur, au cinéma, elles ont valeur des mots dans un livre. C'est-à-dire que tu te dis, il s'attaque à une figure qui est un historien, donc qui, par définition, a un angle, il doit quelque chose à l'histoire, entre guillemets. S'il se dit qu'il est historien, c'est qu'il respecte... Voilà, il y a une déontologie, etc. Et je trouve que dans le documentaire, on ressent aussi que eux, ils essayent un peu d'utiliser les images comme une documentation de tous les mots qu'Howard Zinn a posés dans son livre, en mode presque comme une preuve. C'est presque je le vois un peu comme un truc d'enquête de Howard Zinn, il a déclaré ça, il a été rechercher les mythes, il a essayé de déconstruire un peu les fondations des mythes américains. On a fait la même chose, mais en creusant dans les archives, le pouvoir de l'image, et où tu te dis, moi je trouve la force d'une séquence particulière où je me suis dit tout est là-dedans. C'est la séquence avec tous les moments de lynchage. Carrément. Où en fait, là, nous, on est en train de regarder un film avec des gens qui se mettent en scène sur une photo devant un martyr, quelqu'un qu'ils ont martyrisé pour leur histoire, pour s'inscrire eux-mêmes dans l'histoire et pour se dire, vous ne faites pas partie de nous, du même chez nous que... vous m'avez compris. Vous êtes en dehors de notre champ de citoyenneté, on va dire. Ouais. Et je trouve que vraiment, les images, elles sont très fortes à ce moment-là. Et le narrateur, ce qu'il en dit dessus, il dit des choses presque légères. Comme s'il y avait un espèce de décalage entre... en fait, on voit des images d'une violence extrême, les gens sur les bûchers et tout. Moi, ça m'a... Et lui, il essaye toujours sur un ton sarcastique de parler ce qu'il appelle le petit blanc. Il parle du groupe de petits blancs, et je trouve ça vachement bien comment en fait il déconstruit les images derrière. Il y a les preuves, mais il en rajoute un texte par-dessus. Il y a une écriture aussi, la voix, je pense qu'elle est très écrite. Il y a bref. Mais je sais pas si vous, il y a eu des scènes qui vous ont un peu marqué plus que d'autres. Celle-là, vraiment... C'est le tableau avec la femme qui égorge. Alors j'ai plus exactement le truc en tête, mais je me souviens en fait juste d'un plan en fait où tu vois une image très belle. Je crois que c'était une femme qui regardait un oiseau, quelque chose. Le perroquet. Il volait le perroquet. Le perroquet. Et en fait, c'est la caméra qui descend en fait sur le tableau et tu te rends compte en fait qu'elle égorge le perroquet. Donc c'est. Qu'elle a volé. Non, elle égorge la personne qui avait le perroquet. C'était ça. J'ai mélangé le truc. Mais à quel point ils ont tout pris quoi. Je crois que c'était un mec en plus. C'était un mec, Je crois que c'était un homme. C'était un mec. Il y avait l'histoire de deux mecs qui ont vu les perroquets. J'ai tout mélangé. Ouais, c'est ça. C'était un cool. Ouais. Et d'autres séquences qui vous ont marqué? Des images un peu Moi, j'ai bien aimé l'interview à la fin du coup,
la personne qui était à la fois qui avait à la fois des origines amérindiennes et afro-américaines, raconte une histoire vraiment très intéressante. Du coup, elle réexplique Thanksgiving et tout ça. C'est très très intéressant, je trouvais, ce qu'elle disait. Ouais. Surtout en fin de film. Je trouve qu'en fin de film, c'était très bien placé. Ce qu'elle peut raconter. Là encore, il y a une réflexion sur l'image, tu vois, c'est genre, dans un livre, tu peux décrire cette scène-là, mais c'est jamais aussi criant que là. Ouais, t'as beau dire que ça existe, t'as pas le visuel. En fait, il choisit décemment d'aller dans un endroit où on se rejoue le mythe par l'image, par ce qu'on donne à voir de soi, tu vois. Ils sont tout déguisés en mode... D'ailleurs, ça, je trouve ça hyper paradoxal, parce qu'elle dit, du coup, elle raconte son histoire et tout, mais elle est quand même, du coup, actrice dans ce zoo humain, dans ce truc qu'elle a... Ouais. Je sais pas si ça sert, du coup, l'histoire de, justement, la raconter comme ça, ou si c'est justement se mettre en scène et ça te décrédibilise un peu tout. Je crois que c'est un peu le seul moyen de survivre des communautés amérindiennes, de participer à promouvoir cette image, vu qu'ils ont été un peu tous exterminés. C'est tout le paradoxe de, en fait, ils vivent de ce qu'ils vendent, de ce qui leur reste de leur culture, ce qu'on leur a concédé de garder, les bijoux, certaines pratiques. Trophée de chasse, je sais pas, c'est... c'est un zoo humain, t'as raison. Mais en même temps, ça reste une personne qui est très au fait des choses. Oui, c'est pour ça que je trouve et ça donc encore ça plus la... bizarre que... Ouais, mais du coup, ça la rend moins spectacle vivant qui a rien à dire, quoi. Oui. Et qui est juste là pour plaire aux blancs, entre guillemets. Donc, ouais. Mais lui-même, quand il y va, il dit que c'est un peu particulier comme endroit et que... on sent que lui-même, il est... que les réalisateurs, quand ils y sont allés, eux-mêmes, ils se sont un peu dit, tiens, on sait pas trop sur quel pied danser en allant ici, mais... quelqu'un a quelque chose à dire, alors on va lui demander quoi, en fait. Mais est-ce que c'est pas justement cette scène où il disait qu'ils avaient commencé à faire ce documentaire et qu'a priori que les Américains, ils n'avaient pas de recul sur leur propre histoire et sur l'histoire du monde, et que justement c'est en faisant la démarche d'aller un peu comprendre ce qui se passe là-bas que, effectivement, il y avait une sorte qu'ils avaient plus de recul que ce qu'ils pensaient sur leur situation et sur leur propre histoire, en fait. Et qui cherchaient à savoir aussi. Qui cherchaient à savoir. Ça intéressait des gens. Ouais, du coup, c'est vrai qu'on découvre vraiment que souvent le problème, c'est pas le peuple, mais les gens qui essayent de le diriger. Puis il y a quand même un truc, nous aussi, on a des trucs qui mettent en scène l'histoire, on a le Puy du Fou, quoi. Non, mais genre, juste quand il réfléchit. Non, mais quand il réfléchit, c'est pas si éloigné. Sauf que du coup, purement royaliste. Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a... Avec toutes les problématiques qu'on peut poser là-dessus. Mais c'est le même principe, en fait. C'est de se dire, tu rejoues l'histoire. En même temps, la majorité des figures historiques sont romancées ou idéalisées. Ouais. Je pense que c'est la même chose pour les Amérindiens. Je pense que même pour tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est mythe chinois, japonais, même indien peut-être. Après, je connais pas trop. L'héroïsation. Tout ce qui n'est pas ta culture, tu l'as. Ouais, l'iconographie, tout ce qui est faire une iconographie autour d'un truc le plus simple possible pour que les gens s'y accrochent. Ouais, et de faire des raccourcis, du coup. Gentil, méchant, etc. Déjà, ça en parle beaucoup. Ce qui est héroïque. Le côté gentil, méchant. Moi, je trouve qu'il y a... Ah, pardon. Non, t'inquiète. Ok. Moi, je trouve qu'il y avait un truc qui était aussi intéressant, c'était, je crois que c'était vers le début du film, où on parlait de l'arrivée des pilgrims, et notamment de Christophe Colomb, en Amérique. Je crois que c'était plus les pilgrims que Christophe Colomb, je sais plus. Mais... il disait qu'en gros, quand ils sont arrivés, ils ont tout de suite cherché à appliquer leur culture sur celle qui existait déjà. Et ils cherchaient pas à avoir de mixité comme ce qu'ils avaient pu dire pendant le Thanksgiving, où c'était censé être tout le monde sur un pied d'égalité, tout le monde avait la mixité des cultures, etc. Et en fait, je trouve que ça remet aussi en perspective le biais qu'on a, nous, en tant qu'Européens, et eux, en tant qu'Anglais à cette époque-là, on a notre culture, on a notre religion, nos croyances, et la mettre en confrontation avec une autre croyance. Parce que aujourd'hui, on parle parce que c'était l'argument qu'ils mettaient principalement en avant, mais ils parlaient de cannibalisme, des choses comme ça. Ouais, mais c'était leur croyance, leur façon de voir le monde, et pour eux, ça posait pas de problème de faire ça. Et c'est nous,
qui en venant avec notre européanocentrisme et notre vision du monde, notre christianisme, appliquer ça. Alors oui, dans notre point de vue, c'est un crime quoi, de faire ça, mais du là, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on a le droit, nous, du fait de nos propres lois et de nos propres convictions, les appliquer sur une culture qui n'est pas la nôtre? Et là, du coup, ça pose un débat, quoi, parce que... Et puis qui est toujours actuel. Dans le sens où... cette question de supériorité, est-ce que c'est mieux que toi? T'es qui pour dire que ce que tu apportes est mieux que la personne en face? Que ta manière de vivre est légitime. Et déjà, juste le terme, moi je me dis, tu sais, je pense que ça vient des États-Unis en vrai, ce terme, des minorités. Vous voyez, quand on dit... C'est très étrange comme concept. Et en fait, t'es là, minorité, mineur, moins, tu vois, moins important que... Enfin, il y a un truc de hiérarchie des... c'est genre ils sont moins. Des origines. Il faut les traiter différemment parce qu'ils sont moins. Je vois même moins plus ça. nombreux, moins tout ce que tu veux, toutes les images qu'on peut donner. Et ce qui est faux en plus, parce que par exemple, si on prend, je sais pas moi, les femmes, elles sont considérées comme des minorités et on est à 52% de la population mondiale. Donc, mais après, elles sont considérées dans des minorités dans des milieux en général. Oui, en fait, oui, non, mais mais pour moi, il y a un aspect un peu de réduire ces choses-là pour nous faire croire que non, mais du coup, vous n'avez pas trop de pouvoir parce que vous êtes moins, vous êtes. Voilà, on vous range un peu dans la boîte. Moi, c'est aussi juste un parallèle entre les minorités et être persécuté. C'est juste que ça la domination. Ensemble, oui, c'est ça. Juste que... Après, il y a tout un truc. Là, ils n'ont pas dit dans le film le terme, mais il y a un truc. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la question de la destinée manifeste. Vous voyez ce que c'est ou pas? C'est le nom d'un tableau qui est très connu aux États-Unis, qui est vraiment une peinture moi, j'aime pas, je la trouve affreuse, mais bon, bref, où tu as vraiment un champ, une plaine, et des colons en bas, si je dis pas de conneries, avec des chariots, et tu as une grande femme blonde avec une toge. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est une allégorie de ce qu'ils appellent la destinée manifeste. Et la destinée manifeste, c'est ce qu'il dit à un moment dans le film, qui est que quand ils sont arrivés sur le sol américain, ils étaient persuadés, mais genre vraiment persuadés de par l'auto-satisfaction du peuple européen, etc., qu'en gros, c'était Dieu qui leur avait dit d'aller là-bas et de conquérir d'autres terres et d'aller toujours plus vers l'ouest, de civiliser, et que c'était leur devoir même. Ouais, c'est un sentiment de mission, en fait. Ouais, exactement. Ils appellent ça la destinée manifeste. Tu vois, ça fait pas très longtemps que je suis au courant de ça. Et je me suis dit que ça expliquait beaucoup de choses. Ça a toujours été l'histoire des croisades et des trucs comme ça, souvent pour les... je pense que même pas. Je pense qu'il y a tous les problèmes viennent des Américains, mais... Après, au tout début aussi, ils parlent de Christophe Colomb et tout ça, et ils disent clairement que y a un espèce de paraître sur les intentions d'aller en Amérique, et que quand même les intentions de base sont quand même capitalistes, sont quand même d'avoir de l'or, et qu'en fait c'est pas tant sur il faut aider ces pauvres Indiens qui font des pactes avec le diable et qui ne savent pas qui est Dieu, et c'est pas voilà, c'est vraiment en fait une idée d'abord de conquête et de richesse et de pouvoir et donc ça, je pense que de manière générale, c'est quelque chose qui est la base de ces conquêtes-là et de ces colons-là. Je veux dire, c'est la base de cette histoire-là, en tout cas, parce que voilà, la religion, je pense que ça rentre clairement dans un second temps. Et moi, je pense que ça fait partie, dans le sens où je me dis que eux se considèrent comme, entre guillemets, les élus, quoi. Ça légitimise, entre guillemets, voilà. Pour eux, prise de terre. Ils se sentent légitimes d'encaisser tout ça, d'avoir toutes ces richesses. Ça justifie, en fait, le fait de cumuler sur le dos des autres, parce que de toute façon, eux ont raison, en gros, dans leur... Comme ils avaient fait avec les anciennes cultures nordiques, etc., où ils avaient déjà fait la même histoire. C'était déjà, on transforme les cultures, et puis on les adapte un peu pour nous, pour les laisser entrer, et puis après, ils disparaissent. Et du coup, en quoi, là, vous diriez que... on voit qu'il y a des allers-retours avec des images de Donald Trump et tout ça. Mais tout à l'heure, tu disais que, par exemple, c'était utile, d'autant plus aujourd'hui, un documentaire comme ça, d'aller reconvoquer un peu le passé, l'histoire des mythes et tout.
Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on part de l'Amérique et on ne s'arrête pas là. On va, en fait, déjà, on reprend l'histoire de l'Amérique qui est quand même... Parce qu'en fait, c'est un truc qu'on sait, mais quand c'est dit clairement, ça devient quelque chose d'encore plus frappant, de se dire, en fait, c'est des Anglais de base qui sont partis et qui sont allés coloniser cet endroit. Donc, les Américains ne sont pas... vraiment des Américains, enfin, c'est pas vraiment des Américains en fait, au départ. En tout cas, si on parle pas des populations natives, quoi. Voilà. Là, c'est les Amérindiens. Voilà, les natifs américains. Et donc en fait, donc déjà, ne serait-ce que ce postulat-là est assez frappant. Et ensuite, en fait, quand on garde ça en tête et qu'ensuite on fait le fil de l'histoire, on se rend compte en fait de cet impérialisme qui grossit toujours plus et qui cherche à avaler tout et n'importe quoi sur son passage. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant aussi parce que, alors, voilà, je suis allée à Berlin cet été et on a fait le musée de la RDA. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait un cynisme dans ce musée où on sentait vraiment que c'était les gros capitalistes qui avaient gagné et qui, regardez la RDA, comment ils étaient nuls, et en fait... voilà, regardez comme c'était absurde leur manière de vivre. Et en fait, ce que je trouve très intéressant dans ce docu, c'est qu'il y a vraiment un parallèle par rapport à ça, en montrant qu'en fait, voilà, URSS, enfin d'autres cultures assez proéminentes comme l'URSS à l'époque et bon maintenant voilà la Russie, tout ça. En fait, c'est souvent présenté comme le mal, comme quelque chose voilà, mais qu'en fait, le véritable problème, c'est le fascisme, et que le fascisme, il peut découler de n'importe quel régime. La preuve étant qu'aujourd'hui, on a Donald Trump aux États-Unis, qu'il est clairement défini par les politologues, par les sociologues comme un fasciste. Il le dit lui-même. Ouais. Il l'assume clairement. Il dit qu'il est fasciste. Ouais. Je n'avais pas vu ça. On lui pose la question, est-ce que vous pensez que Trump est fasciste? Et il commence à dire un truc, après il dit oh ouais non, dis-le et tout, on sait tous. Ah oui, d'accord. Ouais, C'est tellement drôle comme information. Et en fait, j'ai été très marquée par le parallèle entre Roosevelt et voilà, on a une crise, comment on la gère avec ce New Big Deal et donc tous ces changements, toutes ces choses, mais qui font quand même un peu le lit de la Seconde Guerre mondiale, mais parce que en fait, à d'autres endroits, cette crise, on l'a gérée complètement autrement, comme en Allemagne. Et là, c'est hyper intéressant, du coup, cette espèce de chassé-croisé de comment on gère ça, en fait, qui est un problème mondial, mais on le gère pas pareil à chaque endroit. Et donc, ça amène des conclusions différentes qui finissent par se rejoindre, en fait, à savoir donc la guerre. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant, cette espèce de fil. Puis il y a tout le truc avec Ford aussi, où... c'est... ça, moi, je savais pas du tout. Moi aussi, ça m'a choqué. Mais tu vois, dans ce que tu dis, je trouve que moi, dans le docu, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, les images de j'allais dire les images reportages, c'est pas vraiment ça, mais les images non d'archives, mais du coup Mermet, je crois que c'est lui qui est allé là-bas, qui va aux États-Unis, qui interroge des Américains. Et je trouve que toutes ces séquences-là, elles sont hyper pertinentes, mises en miroir avec les séquences d'archives, où il y a un moment, tu as un Américain qui dit, et ça résume tout, qui pose la question à des Américains blancs, et qui leur dit, bon, bah, vous avez quel regard sur la société, sur le fait que quand les colons ils sont arrivés, ils ont décimé les Amérindiens et tout ça. Et il dit, il y a deux manières de voir les choses. Oui, c'est vrai, on a massacré un peuple et c'est terrible et machin. Mais en même temps, si ça n'était pas arrivé, bah, on n'aurait pas la civilisation américaine. Et en fait, c'est vraiment le résumé de, pour moi, la manière dont les Américains s'envisagent en tant que force impérialiste, c'est faire de nécessité vertu. C'est la même chose que la paix par la force. Tu vois, c'est genre vraiment, bon, bah, oui, bon, d'accord. C'est vraiment ça. Oui, bon, ok, mais bon, en même temps, tu vois, cette attitude, je trouve. C'est un peu ce qu'on disait sur le fait qu'en fait, ça n'a pas d'importance de détruire tant qu'on répare derrière. Et ce que fait pas mal... les peuples, enfin pas les peuples du coup, mais le gouvernement américain, et depuis très longtemps en fait, en allant s'occuper d'affaires
voilà, dans le monde et d'autres gouvernements, en fait. C'est vrai qu'ils sont toujours partout. Voilà. On dirait presque un comics, tu sais. Genre, ah là là, il y a une guerre, bam bam, tu grattes un peu, tu vois le drapeau là qui arrive. USA first. C'est Make America great again. C'est incroyable. C'est l'objectif de juste contrôler le monde entier. Ouais. Pourquoi rester dans ton pays quand tu peux aller... Oui, pour être plus riche. Ouais. Et du coup, ça amène vachement ce regard de finalement le bien, le mal. C'est un peu simple, même nous, en tant qu'occidentaux, quand on apprend l'histoire, ce truc un peu de les Américains, c'est ceux qui ont empêché les nazis, les méchants nazis et tout, c'est ceux qui ont libéré la France. Et en fait, il n'y a pas de nuance dans ça. Et il n'y a pas de nuance non plus sur le système. En fait, c'est comme si on ne pouvait pas le remettre en cause parce qu'il a gagné, parce qu'il est comme ça. Ben non, en fait, on est capable de dire, aujourd'hui, on a un système qui est capitaliste, etc., et qui met des fascistes au pouvoir. Et c'est pas parce qu'on est capitaliste ou qu'on est communiste ou qu'on est je sais pas quoi que le fascisme ne peut pas arriver. Et peut-être le fascisme, en fait, a un lit commun, peu importe la direction du gouvernement, qui est avant tout de prôner des idées de je haine. pense et de maintenir les choses telles qu'elles sont aussi. C'est-à-dire de ne pas se poser de questions sur le côté pyramidal en fait, des choses. Quoi. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment ça. C'est ça le lit commun dont tu parles. Le fascisme prend beaucoup de tous les comportements humains de base qu'on peut avoir pour se créer. C'est justement ça. Pour ça que ça peut se créer très vite et très facilement dans toutes les civilisations et dans toutes les politiques. C'est que c'est vraiment ultra humain de vouloir détester quelque chose qui change trop vite, de vouloir justement que ça reste comme ça et d'essayer de se sentir plus fort. Bon, après, du coup, on peut faire des grosses analyses psychologiques et neurologiques de tout ça. Mais... Et du coup, pardon, vas-y. Du coup, pour recentrer sur le film, le fait de voir ces personnes... En fait, le film, à la base, il parle pas des personnes actuelles. Il parle de l'histoire de l'Amérique. Mais le fait d'avoir ces petits passages ça durait quoi à chaque fois 2-3 minutes par actualité. Voilà. Et à chaque fois, c'était sur des thèmes en particulier. Et en fait, tu voyais, c'est quoi votre avis sur le fait qu'on ait décimé les natifs américains ? C'est pas grave, mais au moins on a l'Amérique d'aujourd'hui. C'est quoi votre point de vue sur le fait que l'Amérique soit mixte et qu'il y ait des personnes de couleur noire ? Regardez, moi, je suis pas raciste, j'ai des potes noirs. Voilà, c'est littéralement le mot. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais moi j'ai un ami noir. Non, mais c'est que moi, ça va m'être voir. En fait. La psychologie actuelle des Américains est très construite sur ce qui s'est passé en fait sur le passé. Et du coup, là où tu disais que c'était intéressant d'avoir ce film même dans un contexte actuel, c'est que peut-être que s'ils sont prêts à prendre le recul sur eux-mêmes, les Américains, ou en l'occurrence même des personnes en Europe, parce que c'est très aussi factuel en Europe ou que ce soit même en Chine ou au Japon, ou je sais pas où est-ce qu'on va, mais voilà. Qu'on est très conditionné par la construction de notre propre civilisation et que notre façon de penser est conditionnée par ça aussi. Et du coup, effectivement, finalement, ce film qui parle de l'histoire de l'Amérique est en fait en train de parler aussi de notre histoire actuelle. Parce que ça s'est vu, tout se répète encore et encore. Et que, voilà. Et justement, en parlant d'histoire, parce que ça reste une matière... ça reste aussi un questionnement sur l'histoire en soi, en tant que matière fondamentale aller documenter, quelles sources. Et c'est aussi un film sur qu'est-ce qu'on choisit de regarder quand on regarde dans l'histoire d'un pays. Et je pense que l'auteur... je pense que de choisir cet auteur-là, c'est vraiment se dire, c'est quelqu'un qui a déplacé le curseur et qui a regardé ailleurs que ce que les livres d'histoire jusqu'à maintenant regardaient, quoi. Et vous avez le sentiment, par exemple, nous, on a tous été à l'école en France, etc. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on enseigne ce genre de choses sur les États-Unis, à l'école ou chez nous en tout cas? Pas trop d'histoire américaine, parce que on a la base. En vrai, juste Christophe Colomb. Ouais, on a Christophe Colomb qui arrive en Amérique et qui s'est amusé là-bas, et puis c'est fini. Christophe Colomb. Moi, je suis pas forcément d'accord. Parce que, ce que je disais tout à l'heure dans la rue, on se parlait du coup, un peu ce snobisme européen par rapport aux Américains. Et en fait, je disais que, en fait, factuellement, Thanksgiving, j'avais l'impression, déjà, moi, de ma petite éducation par rapport à l'histoire américaine, qui est sûrement pas si grande que ça, je me doutais bien que c'était pas si joyeux une joyeuseté et que, on a l'impression que les Américains sont pas du tout au courant en fait que Thanksgiving c'était pas ça.
Alors que sûrement que si, en vrai. Bien sûr, si, je pense qu'ils en doutent quand même, tu vois. Mais là, je trouve que du coup, le film, il montrait un peu les Américains avec ce prisme-là de ils sont complètement ignorants de leur propre histoire, en fait. Ouais. Alors que, personnellement, j'avais l'impression dans la globalité, on sait ce que c'est Thanksgiving, on sait ce que c'est les colons, on sait comment ils sont arrivés, les pilgrims, on connaît la crise de 1929, la Grande Dépression vers l'Ouest, on connaît tout ça. Puis après, tout est très lié avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, forcément on connaît. Et puis le plan Marshall en France, voilà, c'est des choses qu'on a appris nous en cours d'histoire, mais finalement, c'est très lié. Et donc, factuellement, moi j'ai l'impression qu'on est quand même plutôt au courant de ce qui se passe en Amérique. En Europe, mais du coup, est-ce que encore une fois, c'est pas aussi parce que avec le fameux prisme du snobisme européen et qu'on a l'impression de tout savoir, j'en sais rien. Mais oui, mais par exemple, il y a quand même un héritage, je trouve, du fait que nous, on fait partie des forces alliées contre les forces de l'Axe et machin, et qu'en fait, du coup, on a l'impression d'être dans la même team que les États-Unis, tu vois. Entre guillemets, enfin. Ouais, j'entends. Ce qui est marrant, ça, parce que ça avait été démontré que, en fait, les Américains sont souvent comme les sauveurs, par exemple, pour la Seconde Guerre mondiale, et ça avait été démontré que c'est pas hyper vrai, au fait, comme truc, que y a beaucoup de gens. Quand même, s'ils n'avaient pas été là, ça aurait été un peu. Oui. Ça aurait été plus long, je pense. Ça Bien sûr. À un autre moment. Alors, ça aurait c'est été pas plus long, dans mais ça. Ils sont mais... vus comme les grands sauveurs, alors que c'est assez partagé, même avec la Russie, au fait. Donc, les Russes, c'est ceux qui ont perdu le plus de civils, je crois. Et puis, en fait, on voit ça souvent aussi à l'échelle de pays, alors qu'on a aussi de l'échelle individuelle, où il y a eu de nombreux massacres et viols de la part aussi des gens qui sont venus libérer en France. C'est sûr. Oui. Donc voilà, moi c'est aussi ça où sauveur, oui quoi, oui et non. Mais je trouve qu'on est critique aujourd'hui, mais on a le sens de ma question, affirmation, je ne sais pas. C'était plus, on est critique envers les États-Unis et en même temps, je trouve que la critique, elle arrive un peu là maintenant. Enfin, si on prend à l'échelle du 20e et du 21e, on va dire, on a vraiment commencé à critiquer les États-Unis, peut-être, j'en sais rien. Années 2000, quoi, j'aurais envie de dire. 20 ans, ouais. Je pense, tu vois, d'avoir un regard critique par rapport à ça, parce que jusqu'aux années 2000, on s'est mis à vivre comme eux, à faire la même chose, tu vois, à adopter leur système économique. Du 11 septembre. Ouais. Parce qu'ils ont perdu leur monopole de superpuissance intouchable, voilà. Et du coup, les gens commencé à se rendre compte qu'en fait, c'était juste des mecs Enfin, des mecs. Juste un État qui se des hommes, ouais, beaucoup d'hommes. Non, mais au-delà de l'individu, c'est une nation qui se fait passer pour intouchable et une superpuissance indétrônable, alors qu'en fait, ça reste juste un pays, quoi. Ouais. Et voilà. Et par rapport à ta question, je pense qu'on peut aussi l'étendre sur... Parce que, en fait, comme tu le disais, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, c'est facile pour nous de dire « Ah, ils ont massacré des Amérindiens, ils ont massacré des Noirs, ils ont fait de l'esclavage, etc. » Et en fait, je pense que c'est facile un peu de ce point de vue-là, parce que c'est pas notre histoire, nous, en tant que Français. Et je pense que la question qui aurait été, qui est intéressante en fait à élargir, c'est le fait de se dire, nous dans notre histoire, dans ce qu'on apprend à l'école, est-ce qu'il n'y a pas des choses que nous on voit pas? Parce qu'en fait, c'est aussi, comme tu le disais, c'est un miroir de nous en fait, et de dire c'est facile de critiquer et c'est facile de regarder les Américains et de dire regardez, ils ont fait ça, il s'est passé ça, mais nous on regarde pas en face. Et la preuve étant que encore aujourd'hui, par exemple, par rapport à la guerre d'Algérie, on n'est pas fichu de... Enfin, quand je dis on, c'est notre gouvernement, n'est pas fichu de faire des excuses publiques par rapport à ça, alors que on est tous au courant de ce qui s'est passé, c'est indéniable, c'est factuel, c'est historique. Et donc voilà, moi je trouve que ce film a aussi un intérêt mondial et international de ce point de vue-là, en tant que gouvernement, de se remettre en cause des bases qui constituent nos gouvernements et comment ils prospèrent. Aussi, je pense, notre rapport à l'histoire. Complètement. Comment est-ce qu'on... C'est quoi notre... On met dans le complotisme, en mode on nous ment, on dit des trucs faux. Surtout qu'on ne nous dit pas les choses. Ouais, voilà, c'est surtout ça le truc. Questionner le fait... Ils en ont parlé. Ils en ont parlé parce que là, du coup, c'était par rapport au livre de Zeiss, comment il s'appelle? Pas son prénom.
l'auteur du livre du film. Ah, Zemmour. C'est ça. Et du coup, oui, voilà, en fait, il disait que ce livre était utilisé pour être appris dans les écoles, mais depuis que du coup, plus récemment, Trump a été élu, je pense que ça doit plus être le cas. Enfin, en tout cas, selon sa vision, je pense pas, étant donné qu'il appelle ce livre comme un livre d'extrême gauche complotiste, enfin voilà. Et puis même, quand on voit ce que fait Trump dans les dictionnaires, ils en ont parlé d'ailleurs dans le film Enola Gay, les bombardiers de Hiroshima et Nagasaki. Qui m'a fait il a penser enlevé à la gay, chanson. quoi, dans Enola Gay, alors que c'est un nom de famille d'une dame, quoi. Et c'est même pas pour parler de la cause LGBT, voilà. Et donc voilà, quand tu vois que Trump enlève des mots comme ça, juste d'un bombardier qui a tiré sur... ça n'enlève rien d'ailleurs, ce qu'a fait le bombardier, tu vois. Mais tu te dis que, en fait, ton histoire que tu apprends, ça doit pas être ce qui s'est vraiment passé, ou du moins ça doit être avec une vision très étroite sur ce qui t'arrange. Il y a un filtre du gouvernement qui passe avant, pour dire voilà. oui ou non. C'est ça. Mais après, par rapport à notre situation à nous, parce que forcément, effectivement, ça nous remet en perspective de nous, notre histoire, comment on l'envisage en tant que Français, machin. Moi, je ne sais pas. Après, je suis pas hyper calée en auteur de géopolitique et tout ça. Mais est-ce que nous, on a un équivalent à Howard Zinn pour les États-Unis, tu vois? Est-ce qu'on a un livre qui questionne, nous, notre histoire française? Je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'auteurs qui s'affairent à faire ça. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment un élément presque de pop culture. On a pas de best-seller qui parle de ça. De toute l'histoire. Pas à la même échelle, je pense. Non, pas du tout à la même échelle. Après, moi, on est pas au courant. ça me fait penser à un truc. C'était dans un contexte particulier quand il y a eu les présidentielles et que Zemmour s'était présenté. Je sais que sur Internet, sur YouTube notamment, je suis des chaînes de vulgarisation et notamment c'est une autre histoire et d'autres personnes avaient fait une grosse vidéo où en fait elle avait fait où elle avait interviewé des historiens, des historiennes, etc. sur des sujets vraiment précis qu'ils connaissaient, qu'ils et elles connaissaient parfaitement, quoi. Enfin, voilà, c'était leur domaine. Et en fait, elle s'est amusée un peu à débunker tout ce que Zemmour disait, parce que Zemmour, en fait, il transforme l'histoire. Hein. Alors, il ment complètement, oui. quoi. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand il sort des taux, genre des pourcentages. Qui sont sortis du chapeau. 33,5%. Et genre, en fait, c'est pas du tout ça, c'est 1%, tu vois, genre de... Ouais. C'est un truc de fou de faire ça. Et même sur l'histoire, en fait. Même sur l'histoire, il y a des choses qu'il dit où c'est pas du tout la réalité. Et donc, ils se sont amusés à remettre ça en perspective à l'occasion de ces présidentielles pour bien dire, attention, l'extrême droite n'est pas fiable et voilà et on a quand même aussi donc aujourd'hui aussi donc par rapport je diverge un peu mais aujourd'hui par rapport aux historiens aux historiennes on a une vraie méfiance notamment médiatique et ça c'est même scientifique de manière générale on a vraiment une méfiance du monde de la science et de la connaissance en fait. C'est vrai. Et ça c'est hyper c'est terrifiant quoi. Du coup je rebondis sur ce que tu dis et sur ta question sur est-ce que tu penses qu'on a un bouquin comme ça en France. Moi je voudrais aussi, je pense en tout cas qu'on n'a pas la même vision de la culture en France qu'en Amérique, tu vois. Je pense qu'on a un accès à la culture bien plus peut-être, alors je dirais pas simple, mais en tout cas beaucoup plus accessible en France. On a accès à des documents, on a accès au cinéma, on a une culture qui est un peu nationalisée et ça devient presque naturel en fait d'avoir accès à l'information. Je pense qu'en Amérique c'est pas forcément le cas et que du coup ce best-seller qui sort du coup d'une personne unique quoi, privée entre guillemets. Ça m'étonne moins qu'il y en ait ça en Amérique où l'information est peut-être un peu moins disponible qu'en France où en fait tu sais que et aussi de par notre méfiance à l'information, tu vois. C'est un truc aussi qui se cultive de vouloir savoir. Enfin, si t'apprends pas ça, à être curieux et tout et à vouloir savoir ce qui se passe réellement. Enfin, c'est pas inné quoi. Si tu l'apprends pas, tu prends juste tout pour acquis et tu te poses pas vraiment les questions. Je pense que même le livre aux États-Unis, il est pas du tout connu de tous. Et c'est que dans des milieux aussi privilégiés, des gens éduqués et tout, quoi. Ça dépend aussi des générations. Je trouve qu'on a ce côté un peu scolaire de vérifier avec des documents ou d'étudier les documents avant de pouvoir donner une réponse. Genre, c'est plus ou moins ce qu'on apprend à l'école, donc on doit le retranscrire un peu. On est éduqué à ça. Ouais. C'est cultivé à savoir.
Ça veut pas dire qu'on le fait forcément. Mais... Bah, surtout, en fait, par exemple, à l'oral, et enfin, voilà, je reviens sur les médias, mais les médias, c'est très oral, tout le temps. Donc, en fait, sortir des dingueries, bah, c'est facile, en fait, parce que, voilà, en fait, on a une présence de tout ce qui est oral absolument perpétuelle tout le temps. Et donc, vérifier, en fait, tout ce qu'on dit et sortir des choses fiables et exactes à l'oral, c'est plus difficile, je pense, aussi qu'à l'écrit, parce qu'à l'écrit, bah, on fait relire, on peut remodifier. À l'oral, c'est dit. Donc, Mais même le temps que tu consacres à process dans ton cerveau quand tu lis que par rapport à quand on te parle, c'est différent, tu vois. Et je pense que ça, la version qu'on a pour les scientifiques aussi, etc., pour moi, ça va de pair avec notre consommation, je m'inclus dedans, de contenus qui sont beaucoup plus courts, qui sont censés être plus... vulgarisés. Voilà, toujours plus vulgarisés, toujours plus aller à l'essentiel, résumé. Et en fait, ça fait que du coup, je trouve qu'il y a un appauvrissement de la pensée qui serait complexe, parce que les choses, elles sont toujours beaucoup plus complexes qu'elles ne paraissent. Enfin, je pense que c'est une croyance pour moi, ça. Et du coup, je pense que le film, il sert aussi à dire ça, je trouve. Dans le sens où, ok, c'est un film, donc il condense. Et encore, c'est un film en 3 parties, donc on est sur quand même une fresque un peu documentaire, quoi. Mais le film, il condense, mais avec beaucoup d'exigences, des morceaux d'histoire, avec le soin que tu disais de déconstruire, d'avancer, et de prouver, d'avoir image à la pluie et tout. Moi, il y a une question qui m'intéressait beaucoup, c'est est-ce que vous avez appris des choses où vous vous êtes dit, putain, ça vraiment, je savais pas. Même un événement, un truc qui vous a vraiment surpris dans l'histoire qui vous a été racontée. Je sais pas si j'en ai appris des choses, mais en fait, il y a des images qui sont ultra impactantes, par exemple des jeunesses hitlériennes au Madison Square Garden. C'est chaud. Ça me choque. Ça, j'avoue, j'avais pas vu. C'est choquant. Enfin, là, c'est même juste en termes de sensibilité. J'ai vu, je sais pas quoi. Enfin, je suis jamais allé, mais j'ai vu, je sais pas combien de live concerts là-bas. On en a tous vu, au fait. C'est une salle qui est mythique. Et au fait, on se rend compte qu'il y avait des meetings nazis là-bas. Des nazes, là. C'est lunaire, en fait, de voir cette information-là, quoi. Ouais, c'est chaud. C'est des trucs ultra impactants au niveau visuel qui sont... Non, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Et c'est tellement lunaire qu'il dit d'ailleurs que c'est pas de l'IA et que c'est pas un montage. Et c'est vraiment réel, quoi. Donc, oui, c'est vrai qu'il dit ça. Ouais. Bah, puis en fait, c'est aussi un truc de... Je trouve que c'est un bon exemple, les nazis, parce que les nazis, on les imagine en Allemagne, avec des petites moustaches. C'est ça, ouais. C'est genre vraiment ancré dans un territoire, alors qu'en réalité, ils sont aux États-Unis. Ils ont quand même réussi à avoir un soft power énorme. Enfin, c'était quelque chose soft, de je suis pas sûre, mais un power. C'est 20 000 personnes. Vous êtes déjà allé à Bercy, genre c'est la même taille que Bercy, quoi. Vous imaginez Bercy rempli de nazis. Mais c'est littéralement le même chiffre. 20 000 personnes au Madison, 18 000 personnes. 20 000 à l'époque aussi. C'est pas la même taille à l'époque. Ils ont dit 20 000 personnes là. Ils l'ont dit. Ils ont dit 20 000 personnes. Attends. Les héros de l'Europe. N'est-ce pas? Ok, donc les nazis pour toi. Et puis Ford, ce brave naze aussi là. Ah ouais. Bah ça je savais, mais le fait de le redire, ouais. Moi je savais pas Ford. Hein. Ford, c'est un giga navire. C'est comme faire du encore. Ouais, bah de toute façon la plupart, il y a que c'était Citroën qui était pas nazi. Citroën, si, il dépotait Hitler aussi. Merde, c'était qui? Peugeot, voilà, c'était Peugeot. Il y a que Peugeot qui avait à peu près. Il y a pas le truc Hugo Boss aussi. Ah si, Hugo Boss, il y a des nazis qui a fait les uniformes. Voilà. Bonhomme Vincent. Voilà. Il devait faire la gueule en 45. En même temps, les nazis et le capitalisme, ils sont copains. Bah oui. L'extrême droite aussi, c'est oui, le bah but. Après, l'extrême droite, bon. L'extension. C'est ça. Mais c'est une réduction. Regarde, au secours. Ok, donc toi les nazis. Moi les nazis. Donc un Bercy rempli de nazis, c'est trop bizarre comme phrase. Pardon. Toi les nazis. Je dans le podcast, Baptiste. Les nazis. C'est l'intro du podcast. Donc toi les nazis. Là j'imagine Bercy rempli. Ouais, les nazis. C'est ça. Hein, c'est Change le truc de son contexte. C'est ça. Non mais c'est vrai que Ford en fait je le savais pas non plus. J'avais pas pensé comme ça, mais c'est choquant comme info. Et Enola Gay, j'avais déjà vu l'histoire et en fait encore une fois voir les images, ça met quelque chose de tellement concret sur l'information qui est choquante en fait. Ouais, et puis le mec est vraiment à côté de l'avion comme ça.
Ah, c'est abusé. Genre, moi, tu vas faire un petit vol Moi, je vais dimanche éviter matin. des Faire millions un de petit personnes. tour, Tranquille. Toi, t'as un truc que t'as appris dans le film ou pas du tout? Un truc qui t'a surpris? Ça rejoint plutôt ce que tu disais tout à l'heure sur l'appauvrissement du savoir. Juste que j'ai l'impression que c'est un peu plein de petits détails, enfin, juste que tu prends conscience de plus. Enfin, tu connais l'histoire en général, mais là, c'est vraiment condensé et c'est recherché et approfondi. Donc, je trouve que c'est plus marquant et c'est plus. Enfin, t'apprends plein de trucs, plein de mini-trucs. Enfin, le truc de gay, là, je savais pas que. Ouais, c'est chaud. Voilà, j'ai pas juste des petits détails un peu qui font que c'est encore plus horrible, mais je sais pas, je prends plus conscience du truc, quoi. Clairement. Moi, pareil, il y avait beaucoup de choses que je connaissais et que j'ai vues. Après, c'est vrai que ça a beaucoup approfondi les sujets que je pouvais déjà un peu connaître. Et surtout, ça a énormément relié les points. Genre de se dire que oui, ça avait une influence sur ça, ou que ça c'est un descendant de ça, d'une telle action. Bon, après aussi, je me suis dit, du coup, quand il refaisait des parallèles avec ce qu'était aujourd'hui, notamment ce qu'a pu faire Trump, c'est vrai qu'à chaque fois, on apprend des nouveaux trucs, on est en mode comment ça a pu arriver. Alors que vraiment, le mec, il en fait tous les mois ou tout le temps. T'es là en mode, mais t'es pas censé pouvoir faire de la censure comme ça. Et si. Genre, t'as l'impression que ça vient que de régimes. Genre Corée du Nord et tout ça. Bah, France, 49.3. Oui, non, bah après, oui. On peut. Des tas de dingueries. Droidborn. Droidborn. Ok. J'ai une question qui pourrait être intéressante. Je sais pas si c'est hors Vas-y. sujet, je pense pas. C'est il y a un moment dans le documentaire où je me suis posé la question. Je pense que ça pourrait mériter de se la poser. Où on en a parlé tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui dit que certes ils ont tué les Amérindiens tout ça, mais en même temps ils n'auraient pas leur niveau de vie dans la civilisation. J'ai pas l'impression qu'ils ressentent cette honte de ça, alors que nous, sur la colonisation possible ou sur les hontes du pays, par exemple, on est à Nantes, on était un port d'esclavage et un des plus gros, et une des richesses qu'on connaît aujourd'hui et qu'on profite est basée sur ça aussi, quoi, sur des crimes commis du passé. Comment nous, en tant que Français et en tant que Nantais, on peut se placer par rapport à... Je sais pas, j'ai l'impression que nous, on a plus un sentiment de honte par la vie des choses, de réparer les choses, alors que eux, ils acceptent totalement le truc. Réparer, non, peut-être pas réparer, ouais, c'est vrai. Oui, genre ouais. faire un mémorial et tout, et essayer de C'est continuer à vrai. en parler et tout, plus. Mais c'est pas non plus... J'ai pas non plus l'impression que tout le monde est gentiment. Mais je pense que c'est pas en Amérique qu'ils font aussi des mémoriaux. En vrai, je pense que c'est comme tout. Enfin, on a des Français qui n'en ont rien à foutre et des Français qui ça touche. Comme en Amérique, je pense qu'il y a des personnes qui n'en ont rien à faire avec que ça touche. On a vu qu'il y avait un mémorial. Bon, ils ont voulu le renlever du coup, mais c'était la fusillade dans un champ avec marqué ici. Il y avait un panneau en bois. Ils en ont parlé dans le film là. Ah oui, il y a quelque chose. Oui. Par exemple, c'est vrai. c'est un peu la même image. Après, je sais pas si, tu vois, c'est toujours compliqué de se comparer parce qu'on n'est pas les mêmes mentalités, etc. Mais est-ce qu'on est plus que non, c'est vrai. Je sais pas. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas non plus. Ouais, voilà. Parce que, en fait, tu vois, genre, exemple, à travers un exemple culturel, parce qu'en fait, c'est ça aussi, tu vois, c'est que la culture, elle a un fort impact. D'ailleurs, il y a des séquences de films qui passent dans le film, soit des séquences qui sont à charge contre le mythe qu'on essaye de nous raconter des États-Unis, soit des séquences, genre Matt Damon dans Good Will Hunting, qui cite Howard Zinn et tout. Et en fait, à travers ces séquences-là, pour moi, ils disent, il y a l'Amérique qui a été vécue dans son histoire, l'histoire qui a été écrite, et il y a l'Amérique aussi qui se représente à travers un des trucs qui lui confère le plus de pouvoir, c'est-à-dire les images, le cinéma et tout ça. Et si nous, on reprend ta question à l'échelle de nous, France, Nantes, Traite, etc., il y a un film qui est sorti il y a 2 ans, ou l'année dernière, je sais plus, sur l'île Maurice, là... sur un esclave qui était à l'île Maurice, il parlait du code noir et tout dedans. Là, il y a Fursi qui sort cette année, là, qui est sorti. Nichel Nimet, c'est ça? Nichel Nimet. Et en fait, Nichel Nimet faisait partie des films, genre un des premiers, un des machins. Et tu te dis, putain, ça fait, on compte en siècles, quoi, tu vois. Et en fait, rien que dans ce qu'on cherche à représenter, à raconter de notre histoire, l'esclavagisme, il n'est pas raconté, en fait, au cinéma, ou très peu. Il y en a, peut-être, je sais pas, 15 films, 20 films sur le sujet depuis le début de l'art qu'est le cinéma, tu vois. Moi, j'ai lu une BD d'un auteur qui édite à Exemplaire, bref.
et qui s'appelle Salem Comics et qui parle beaucoup du racisme, etc. Et dans son premier volume qui s'appelle donc Le paradis des autres, il parle justement de ce truc horrible qui est que Omar Sy, quand il a joué dans je sais plus exactement le film, Intouchable. Il a joué dans Intouchable, et il a joué dans un film justement non mais qui dénonçait je pense que c'est Chocolat, je pense le cirque sur le clown, qui dénonce en fait le fait que les noirs ont été envoyés, enfin qu'il y a eu une mutinerie en Algérie, je crois que c'était un truc là-dessus, je sais plus exactement le film, et qu'en fait bien sûr les gens la bataille d'Alger sûrement non c'est Tirailleurs. Oui, c'est ça, exactement. Ah ça y est, c'est ça. Et donc en fait que y a plein de gens en gros qui ont dit en gros qu'il était ingrat, que c'était horrible, qu'il ait joué dans ce film, etc. Et donc cet auteur de BD a dit un truc que j'ai trouvé vraiment très pertinent en disant c'est marrant quand un noir est au service d'un riche blanc et que il est gentil, il est serviable, il fait ce qu'on attend de lui, il y a pas de problème. C'est un acteur qui est beaucoup aimé, c'est un personnage qui est beaucoup aimé. Et puis, quand c'est cet acteur qui prend des positions et qui participe à un film où on dénonce ce que l'État français a fait, des choses extrêmement graves, racistes, et voilà, des tueries, des choses absolument abominables, et ben là, bizarrement, voilà, il a ouvert sa tronche, donc du coup, ça va plus du tout. Mais ça pose, en fait, l'enjeu sous-jacent de ça, c'est qu'est-ce que c'est le fait d'être inscrit dans l'histoire ou non, en fait. C'est la question de la mémoire, et même sur la mémoire, il y a il y a pas de partage, en fait. C'est-à-dire qu'on accorde la mémoire aux blancs, mais peu aux noirs, aux arabes, je parle pour le cas de nous, la France. Et même aux femmes. Et même aux femmes, voilà. Enfin, ça reste c'est un enjeu, en fait, tu vois, de l'histoire. Et c'est fou parce que du coup, hier, dans mon exploration YouTube sur Howard Zinn en langue anglaise, je tombe sur un truc de lui qui présente ses thèses, en gros, ses thèses qui guident son écriture, etc. Et dans l'introduction, il dit aux gens, si je devais vulgariser mon propos auprès d'une école, je commencerais par poser la question aux élèves en leur demandant pourquoi les statues qui sont dans nos rues, c'est que des statues de gens militaires, des militaires blancs, tu vois. Et ça revient à la phrase du film qui est l'histoire, elle n'est pas racontée par les lapins, elle est racontée par les chasseurs. Et en fait, c'est pareil, la mémoire, elle appartient aux gagnants, aux vainqueurs, aux gens qui, arrivés à notre présent, ont réussi à supplanter plein d'autres gens et à rentrer dans l'histoire plus que d'autres, quoi. Enfin, je trouvais ça vachement intéressant. Et nous, c'est pareil, tu vois, parce que tu parlais la question de nous à Nantes et tout. Bah, en fait, on a quand même encore Louis XVI, on a un général Méliné, amiral du Chafaud, un navigateur, on a... En même temps, on a le mémorial de l'abolition de l'esclavage, quoi. En même temps, ouais, et puis il y a les noms des bateaux, enfin... Il y a vraiment eu aussi une question de ça à la mairie, où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Bon, pour le cas de Louis XVI, c'est très particulier, c'est juste que les révolutionnaires, c'était trop haut et ils n'ont pas pu déboulonner la statue. C'est la seule raison pour laquelle elle est encore là. Du coup, le voyage à Nantes, ils ont mis un truc autour, là, tu te rappelles ? Oui. Je trouvais ça cool. Donc voilà. Mais en fait, pour ce qui est de qu'est-ce qu'on fait de cette histoire, en tout cas, je sais que à Nantes, la mairie s'est posé la question, et notamment parce qu'il y a certaines rues qui sont au nom de grands esclavagistes de cette époque. Donc voilà, et donc il y a vraiment eu cette question de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on efface ça ? Est-ce qu'on efface leur nom ? Parce qu'en effet, les mettre dans la postérité, c'est pas super. C'est pas des exemples, quoi. De toute façon, et bon, bref. Et puis ériger des exemples aussi, c'est une vraie question aussi dans l'histoire, parce qu'on a l'histoire qui se passe et l'histoire qu'on raconte, par omission de certaines choses, mais aussi par glorification d'autres choses et mise en avant d'autres choses. Bref, voilà. Et donc là, voilà, il y avait vraiment cette question de est-ce qu'on enlève ou pas ces noms ? Et finalement, la décision qui a été prise, c'est de laisser ces noms de rue, mais de notifier en dessous que c'était des esclavagistes, en fait. Donc de bien même rétablir l'étiquette à ça, quoi. Avec
avec un peu une explication pour quand même devoir de mémoire, enfin pas oublier que ça s'est passé et justement pour pas que ça se reproduise quoi. Et moi, je crois que c'est ça qui avait été décidé aussi de mettre un écriteau à côté pour expliquer un peu plus. Ouais. Moi, je trouve ça bien de faire ça. Carrément. Ouais. Comme ça, tu vois le nom et tu l'associes directement à cette image-là, quoi. C'est ça. Parce qu'après, tu vois combien il y en a et t'es là en mode ah. Ouais. Non, puis ça permet de. En fait, ça permet finalement de pas faire ce que nous, chasseurs, nous faisons, finalement. Si on peut s'inclure un peu là-dedans, on est blancs et privilégiés et occidentaux. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que, voilà, pour une fois, on tente de redonner aussi. En fait, voilà, il y a un peu. L'histoire, finalement, on parle aussi pas vraiment des mauvaises choses des personnes célèbres. Donc il y a aussi ce truc-là. Donc on parle à la fois pas de certaines parties de la population, mais en plus de ça, on occulte certaines parties d'histoire de certaines personnes qu'on veut glorifier. Donc là, on est là-dedans aussi. Mais c'est pour ça que donc, là, c'est chouette aussi sur casser. le fait historique. Je trouve que le film, il est intéressant parce qu'il déconstruit en fait et des événements et des personnes. Tu vois, parce qu'il y a un peu plusieurs manières d'aborder l'histoire. Est-ce que tu abordes l'individu? Est-ce que tu abordes un fait spécifique, un fait divers et je trouve qu'il fait un peu tous les types de faits historiques sont intéressants. Genre la déconstruction d'Henry Ford, là, c'est en bonne et due forme. Hein. Là, t'as tout, quoi. T'as tous les éléments jusqu'au procès de Nuremberg. Alors l'autre qui dit bah non mais c'est pas de ma faute, c'était Henry Ford, il avait écrit un livre, je l'ai vachement aimé. Genre t'es là mais ça va pas la tête, c'est fou de faire ça. J'ai trop lu. Mais genre il Donc c'est pas les jeux vidéo, c'est les livres le problème. Tu vois non, mais c'est fou parce que Nuremberg c'est quand même le procès justement des gentils contre les méchants quoi et des nazis et que en fait on cite quelqu'un qui fait partie des États-Unis donc des forces alliées qui ont libéré le monde machin et tout. Enfin, c'est incroyable quand il pense. Mais c'est pour ça, je pense que ça pose une question de faut arrêter de voir les personnalités publiques ou du moins les personnalités qui ont du contrôle, que ce soit par influence politique ou par influence en général, soit comme des idoles, soit comme des énormes enfoirés. Bon, il y en a, voilà. Mais faut arrêter de faire cette polarisation. Les gens sont pas parfaits, il y a forcément toujours, même la personne que tu idolâtres le plus a forcément ses défauts et a forcément fait des trucs négatifs, tu vois. Bon, après, à quelle échelle, oui. Évidemment, tu vois. Sauf Alain Chabat, je rigole. Ouais, non, Alain Chabat, on peut pas. Lui, il est parti. Non, mais tu vois, pareil, Alain Chabat, c'est sûr qu'il a sûrement. Oui, non, mais je rigole. Voilà. Mais comme tout le monde, tu vois. Et bon, après, effectivement, quand on a affaire à un violeur ou un truc comme ça, bon, on laisse pas passer ça, c'est pas compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, il faut arrêter d'idolâtrer des personnes. Et il faut juste être factuel et transparent. Ouais. Et voilà. Mais ça fait partie aussi du truc de... En fait, à travers Ford, pour moi, il déconstruit aussi le mythe américain du self-made man, genre le héros, quoi. La figure du héros, genre Ford, c'est un peu ça. C'est genre le mec qui a construit toute une industrie par lui-même, nanana. Alors qu'en fait, jamais il a fait ça par lui-même. Il a fait ça parce qu'il avait des ouvriers qui avaient envie de bouffer et qui étaient sur les lignes. C'est un mec qui a une bonne idée au moment. Voilà. Ça. Donc, oui, et ça amène en fait aussi, enfin, il y a vraiment ce truc aussi de chance aussi ou pas. Enfin, c'est un peu la loterie quoi pour entre guillemets rentrer dans la postérité et personne n'est plus méritant ou pas de rentrer ou non dans l'histoire. Et ça rejoint, enfin, ce que tu as dit, ça rejoint cette idée que en fait l'histoire on la fait un peu comme on veut, on glorifie un peu qui on veut, comme on veut et on occulte ce qu'on veut. Exactement. Ouais. Et qu'il faut se méfier de ça en tout cas. Et voilà. Et pour revenir à la question que tu as posée, du coup, sur si on avait appris des choses par rapport à ce documentaire, moi, j'ai appris énormément de choses. Moi, je me rends compte que l'Amérique, c'est quelque chose que je connais pas bien, que la culture américaine et que les histoires, en fait, même tout ce qui est, entre guillemets, bon, je vais dire faits divers, mais faits divers, c'est pas le mot, parce que c'est clairement pas divertissant du tout, en fait. Donc voilà. Et c'est pas anecdotique, mais en tout cas toutes les choses, en tout cas les affaires qui ont marqué, voilà, pour l'histoire de Sacco et Vanzetti, pour l'histoire. Donc moi j'en avais déjà entendu parler. Alors voilà, petite fun fact un peu drôle. Quand j'habitais encore chez mes parents, il y avait un arrêt de bus qui s'appelait Sacco et Vanzetti et je m'étais amusée je me suis dit tiens c'est marrant ce nom, qu'est-ce que c'est? Et donc je m'étais amusée à regarder sur Wikipédia et donc quand il en a parlé j'ai dit ah bah oui, je vois ce que c'est. Ouais, c'est ça.
Ce qui est très marrant parce que je ne fais pas ça avec C'est tous marrant, les arrêts de il s'appelait bus. comme mon arrêt de bus, le mec. C'est fou quoi. Incroyable. Il avait la référence en Amérique. C'est une boutade en Amérique. C'est chaud. Et en fait, ouais, donc ça, les 9... De Scarborough. Scarborough. Ça, moi, j'étais... Ouais. Ça, c'était incroyable. Et Au début, je savais pas où vous voulez aller. J'étais super étonnée, en fait, aussi du tollé que ça a créé et des gens qui se sont battus pour leur libération, pour les aider, etc. Parce que, mine de rien, on est dans un monde qui est quand même encore vachement dans la ségrégation raciale, qui l'est toujours, hein, mais je veux dire, en tout cas, à cette époque-là, c'est quand même très, très affirmé, on va dire, assumé. Et en fait, on a... tous ces gens qui militent et qui se battent pour ça. Donc c'était assez... Mais ça, je trouve que c'est chouette parce qu'ils le rendent visible. En fait, le documentaire, il y a aussi un sous-texte de... Il y a du collectif qui peut gronder et qui peut basculer. Tous ensemble, on peut arriver à faire quand même des choses. Complètement. Carrément. Et ça, je trouve ça trop cool parce qu'on le voit très peu, en fait, dans des docus. Enfin, tu sens que... Tu vois, il y a... Enfin, c'est fou. C'est 9 gars à un endroit à qui il arrive un truc injuste et il y a tout le monde qui Même littéralement nous, se met à en marche. Munich et tout, enfin, c'était... Ouais. Même en Europe, du coup, enfin, il y avait des... C'est fou quand même. Bah, ils ont pris ça comme pour tous se rassembler sur le truc. Puis ça veut aussi dire que c'est... Moi, je pense, c'est qu'en fait, c'était sur le bord de la brèche et que c'est un événement qui a fait basculer. Bah oui. C'est genre... C'est l'étincelle. Ouais. Bah, Tout à fait. En France, nous, on a vu ça avec l'affaire de Naël. Ouais. De Naël, où il y avait des émeutes de partout, parce que c'est le truc, t'as vu quoi? Non, regarde, j'ai dit Dreyfus, mais je pensais que t'allais parler encore d'un truc. Pour ça, j'étais en mode, on en avait 40. Pardon, Naël, vas-y. Non, mais avec l'affaire Naël, justement, on a vu toutes les émeutes en France et justement l'étincelle d'un pétage de câble d'une population, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, on peut voir que c'est pareil ailleurs. Enfin, c'est pareil ailleurs, c'est juste que c'est des histoires C'est qu'on possible partout. Bah, c'est ça. En fait, c'est des histoires qu'on peut pas avoir écho si on la vit pas, si on n'est pas dans ce truc-là, quoi. Et selon comment elle est racontée. Ouais, Parce que carrément, pour les émeutes, on parle d'émeutes, on parle de gens qui cassent des trucs, etc. Enfin, c'était ultra violent d'un point de vue médiatique. Les gens disaient « Oh mon Dieu, vous vous rendez compte, ils font n'importe quoi, ils cassent tout, etc. » Le discours qu'on a par rapport à ça, je veux dire, c'est des gens aujourd'hui qu'on leur montre ouvertement, et notamment par cet acte-là de tuer un gamin de 17 ans, qu'en fait on a du mépris, qu'en fait on s'en fout, et qu'en fait on veut les tuer, on les tue. Et puis on se dit après les gens font des émeutes, mais on est où? Mais clairement, et puis après il y a un côté, tu vois, où là en plus, là tu parles d'un événement qu'on vit nous, à notre présent, et où on sait très bien qu'en fait s'il y a Naël, mais qu'il y en a 12 millions depuis des années. Il y a un livre que j'ai lu, bref, j'étais en 3e et on avait un cours sur les autobiographies. Et j'ai lu un livre qui s'appelle Dans la peau d'un noir de John Howard Griffin. Et ça me dit quelque chose. Ouais, et qui est en fait le récit, donc durant la ségrégation raciale avec le Sud, le Nord. On a une personne blanche, enfin un monsieur blanc, John Howard Griffin donc, qui décide de s'injecter de la mélanine et donc de vivre dans la peau d'un noir pendant quelques temps pour comprendre ce que vivent les noirs, pour le dénoncer et l'écrire en fait. Et c'est extrêmement violent. Moi, ce livre, je crois que j'ai même pas réussi à le finir parce que c'est d'une violence... j'ai pas les mots, quoi. Et donc voilà. Donc ouais, c'est... je sais plus pourquoi je suis arrivée à là. Et en tout cas, ouais, j'ai le sentiment d'avoir appris beaucoup de choses, même sur Roosevelt, par exemple, le Big Deal. En fait, le New Deal. Le New Deal. Tout à l'heure, t'as déjà dit Big Deal. Et j'ai rigolé parce que j'ai tout de suite le... Big B qui arrive là. Big B là. Avec Roosevelt à côté. Yo. New Deal. Et en fait, j'ai trouvé ça vachement intéressant de comment ils en parlaient et de... en fait, dans un premier temps, il a essayé de faire ça, puis en fait, les gens, ça allait pas. Et même de voir les conditions des gens. Moi, ça m'a fait un peu péter mon crâne de voir des gens aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est réputé pour être un pays riche, où on est bien,
c'est freedom, c'est Le rêve américain. voilà, le rêve américain, exactement. Et en fait, de voir ces images-là, moi, les photos m'ont marqué, mais vraiment profondément. D'ailleurs, je pense que je vais aller voir la photographe. Ah oui, ça a l'air trop bien, ça. Dorothy, je sais plus quoi, son nom de famille. Et je sais qu'aussi dans le générique, il y avait des photos de McCurtis aussi, des Amérindiens. Pendant la Grande Dépression ou pendant... Non. Ouais, pendant la... Oui, Ouais. en fait, quand les gens étaient expulsés tout le temps, et puis que c'était une misère incroyable. Ouais, t'as fait jouer les photos. Et ça, c'était très impressionnant. Et encore une fois, donc là, sur l'importance du cinéma, c'est vrai que là, par contre, c'est marquant, quoi. C'est vrai que c'est... Ouais, moi, je pense qu'il y a des images que c'est fini, quoi. Genre, ça y est, je les ai vues et je me dis, ok. Puis Il y a quand même un moment dans le film où t'as mal au ventre, enfin, ça te donne envie de Ah vomir, ouais. genre, Bah, Surtout les lynchages, là. Se calcinerait, là. Bah, Oui. moi, celle avec vraiment le corps dans le bûcher Ouais. et le Ouais, mec ouais. qui est derrière comme Derrière, ça. posé, là. Et qui le barbecue ou je sais pas quoi là. Et qui explose la cigarette, là, comme ça. Ah, dégueulasse. C'est un enfer. Le mec, il fait ça tous les dimanches. Horrible. Ah, il y a le truc où il dit il y a les familles qui viennent pique-niquer et tout. Oui, Ouais, oui, ouais. C'est en Oh, mode putain, c'est c'est l'attraction du dimanche. C'est Ah. dingue. C'est vrai. Mais je pense qu'on est pas trop mal, les amis, non? Et moi, sur les Vas-y, trucs si tu que veux. oui. Sur les trucs que j'ai appris aussi avec ce Merde. film, c'est con, mais en fait, à la fin, quand l'amérindienne, donc la native américaine, parle, elle dit qu'elle est issue à la fois d'anciennes esclaves, quoi, enfin d'une génération en tout cas avant, qui étaient des esclaves, et d'Amérindiens. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas du tout. Enfin, ça m'a jamais traversé l'esprit, c'est marrant, mais dans ma tête, c'est des temporalités très différentes. Je vois vraiment les Amérindiens en premier, puis ensuite les esclaves noirs, mais c'est vrai que ces populations, malgré le fait qu'elles ont été meurtries et exterminées pour les natifs américains, qu'en fait, il y a quand même une coexistence, même encore maintenant, et c'est assez fou de se... Enfin, ça montre à quel point c'est invisibilisé finalement, parce Ouais, de fou. qu'on n'imagine même pas ça. Enfin, c'est marrant, quoi. Ça veut dire que c'est comme si c'était des populations fermées dans des carcans qui pouvaient pas communiquer et se mélanger. Donc il y a quand même aussi une manière voilà de... Bah, de toute façon, les États-Unis, ils ont beaucoup tendance à morceler les gens. Et enfin, c'est une organisation qui est plutôt, enfin, un système qui est plutôt communautariste, quoi. D'avoir, enfin, C'est faire tout par soi-même. le fameux melting pot. Après, on a un peu ça partout, parce que diviser pour mieux régner, apparemment, ça marche bien. On fait ça depuis Ouais. des millénaires. Bien. Donc, Bah, là, puis là, là, ils en parlent beaucoup de ça, plus dans le sens de la question, oui, de la convergence des luttes et tout, de se dire... complètement. De se dire, bon, bah, il y avait le fameux Parti communiste et les défenseurs des Noirs qui se tiraient la bourre pour défendre des gens. Oui. T'es là, mais les gars, vous battez Juste pour la vous mettre même ensemble. chose. Oui, c'est clair. C'est le même enjeu, quoi. Juste une petite recommandation, un peu dans la même veine, enfin documentaire trop intéressant comme ça, c'est Soundtrack to Coup d'État. Ah C'est sorti il y ouais. a pas si longtemps et c'est trop bien et on apprend plein de trucs aussi. Et le montage est hyper dynamique et voilà. Et c'est plus sur la musique, là, C'est pour plus le sur la coup. musique, mais il y Ouais. a aussi, bien sûr, l'histoire du monde en général et à quel point. Ça avait l'air trop bien, moi, je l'ai loupé. Ouais, c'est trop bien. Enfin, je l'ai loupé au ciné ouais, et il faut que je le rattrape, mais je crois qu'il fait quasi 3 heures. Ah ouais, non, c'est J'avais hyper pas trouvé le temps. C'est hyper long. J'ai vu aussi au Concorde là, genre à 22h, je me rendais sur Ah mon siège, mais en ouais. même temps c'était très intéressant. Ouais, tu Enfin, je vous m'étonnes. conseille quoi. Ok, Soundtrack to a coup d'État. Et du coup, j'ai vraiment un retour sur Vinland Saga qui parle vraiment de l'Amérique avant les, Bah, vas-y, let's go. avant les colons et qui Mais c'est pour le coup, intéressant, ça. On propose des c'est- œuvres qui sont en rapport pour poursuivre le documentaire. Allons-y. Ouais. bah, du coup, c'est vraiment l'histoire des Vikings quand ils sont allés en Amérique et qu'ils ont rencontré pour le coup des Amérindiens. Et ça pose des questions quand même très intéressantes. Bon, C'est en Amérique, ça se passe, Vinland Saga? ça finit en Amérique. C'est sur les Ah, sagas j'ai pas de vu, quand ils sont. J'ai pas vu la fin du coup. Ouais, mais c'est dans les sagas. En fait, c'est l'histoire des colons qui vont en Amérique. Ok. Et bon, le tout début parle pas du tout de ça. Ça parle des guerres à l'intérieur enfin, chez les Anglais, j'ai oublié. En tout cas, ça parle de ça au début, mais ça finit effectivement par les conquêtes américaines des Vikings, et ça parle notamment du fait de s'installer sur des terres qui sont pas les nôtres. Hyper intéressant. Bon, du coup, c'est plutôt la dernière partie du manga. Bah, puis les Vikings, pour le coup, ils ont, je pense, quelque chose. Enfin, ça raconte quelque chose, les Vikings, de cette question de la colonisation, parce qu'on est quand même sur un peuple. Très agressif. Hein Ah oui, oui. Enfin, Très marchand, mais très agressif. Enfin,
Dans le voyage, dans Ouais, le voilà, fait dans d'aller l'envie de ailleurs. conquérir des... Et du coup, il y avait aussi Kingdom qui parle de l'unification des royaumes de Chine. Ok, Et qui, pour le coup, là, vraiment est très intéressant sur le questionnement de la guerre pour la paix. Ça, j'aurais bien aimé voir Soundtrack tout coup d'état aussi. Ouais, ça avait l'air vraiment chouette. hyper intéressant pour ça. Ouais. Le montage est vraiment génial. Ouais. Avec les petites citations et tout. C'est trop bien. Ok. Et c'est aussi un peu sarcastique. En mode, tu vois un événement horrible et après, il y a une phrase et 2 jours plus tard, il faisait ça ou je sais pas quoi. Et t'as le contre-champ de... Enfin, ouais, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, quoi. Enfin, c'est un peu défaitiste comme vision. En mode, bon, finalement, tout est pas si ouf, mais bon. Il avait l'air fou en termes de montage Ah, et la musique et Ouais, tout. ouais, Ça donne trop envie. Moi, je peux redire les références que j'avais déjà sorties, mais... Bon, c'est enregistré. Fin, hein. donc, Bah, vas-y, si tu veux, vas-y, comme remarque. ça, si des gens veulent avoir la fin et pas devoir tout réécouter ou noter pendant. Donc moi, j'avais parlé de Salem Comics, donc, qui est un auteur de BD qui fait beaucoup de BD principalement sur le racisme. Voilà. Et notamment en France, du coup. Et puis, j'avais parlé donc de John Howard Griffin avec le livre Dans la peau d'un noir. Et voilà, je crois que c'était surtout ces deux-là que j'ai cités. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cette après-séance. N'oubliez pas de suivre les Pipelettes du Concorde sur Instagram pour être au courant de toutes leurs actualités. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur les différentes plateformes de podcast. Ça, vous ne raterez aucun épisode.